recruter des ingénieurs en Suisse, c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir recruter des ingénieurs qui sont issus de partout dans le monde. Mais cette solution n'est pas viable dans le temps, au moins très rapidement. Donc on peut se tourner vers l'utilisation de ressources qui sont délocalisées. Qu'est-ce que c'est un projet? Comment définir un projet? Un projet, c'est une idée, un besoin client qui va se transformer plus tard en produit. Par exemple, chez Swissquote, ça pourrait être une plateforme de trading en ligne, voilà, une plateforme d'information financière. Donc, l'idée, c'est de délocaliser ces développements. Alors, Swissquote a été créé en 2001, si je ne me trompe pas, à peu près, donc au début des années 2000. C'est une ambiance start-up chez Swissquote. Et puis, vous voulez mettre en place des développements qui sont délocalisés. Donc tout ça, ça va vous créer un chaos qu'il va falloir gérer. Ce chaos, comment est-ce que vous le gérez? L'agilité, c'est la clé. Pourquoi est-ce que c'est la clé? Parce que ça vous permet d'apprendre de vos erreurs et puis d'avancer petit à petit et puis de corriger le tir au fur et à mesure. Voilà. Je peux laisser si tu veux. Ouais. Alors il y a 2 ans, quand nous on a commencé à mettre en place cette partie-là, cette partie offshore, bon, on a pris 100 personnes en plus dans nos équipes, donc il fallait les gérer. Et puis quand on regarde un petit peu la littérature, quand on regarde des gens qui racontent, et ce qu'on nous va raconter aussi, c'est que soit c'est merveilleux, l'agilité, puis chaque méthode est merveilleuse, donc chaque méthode est merveilleuse. Ou alors la méthode elle n'a pas du tout marché, l'entreprise elle est mauvaise. Bon, nous on a regardé un petit peu plus ce que nous proposait SOA. On a regardé vraiment dans finalement dans la définition. On a vu que ça matchait assez bien avec ce qu'on avait comme besoin. Premièrement, on construit du software. C'est des méthodologies qui étaient vraiment spécifiques pour notre besoin. On avait des besoins spécifiques, bien sûr. Nous, on est une entreprise qui fait de la technologie au départ. On aime bien faire les choses avec nos mains, on aime bien voilà, on aime bien avoir le contrôle aussi, un petit peu de contrôle, mais on aime bien avoir quand même cette vision-là. Voilà, on a souvent des technologies et ça se transforme. Et puis ensuite, l'idée c'est, voilà, on a introduit 100 personnes, ça va faire plein d'équipes, et puis finalement c'est juste dommage d'avoir toutes ces équipes et si on utilise la même méthode, on utilise des règles très strictes pour tout le monde. Finalement, on n'a pas de retour d'expérience, on n'a pas de test, on ne fait rien. Alors que cette méthode-là était finalement, par le fait qu'elle soit empirique, elle génère pas mal d'idées. En fait, il y a pas mal d'idées qui sont faites, à la fin de chaque sprint, il y a des idées qui sont créées. Et puis ces idées-là, si on les partage entre nous, on peut arriver à faire ce qui ressemble aujourd'hui à ce qu'on a, c'est-à-dire notre prétentieux Scrum, mais en gros, le Scrum qui s'applique chez nous à Swissquote, comment il marche, voilà, c'est un peu avoir bénéficié de l'expérience de toutes ces équipes. Et enfin, voilà, c'était quelque chose aussi de simple. Il y a quand même pas mal de Scrum Master qui ne sont pas Scrum Master au départ. Scrum est quand même par définition assez simple. On va voir un peu dans la suite. Pourquoi c'est simple? Finalement, voilà, il y a à peu près que ça dans Scrum. Alors c'est vachement, c'est court, hein, on va faire super court. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a trois grands types d'acteurs, on va dire, dans une équipe Scrum. Il y a un product owner, c'est celui qui va qui va finalement définir ce qui est important dans le projet. Qu'est-ce qui est important à l'instant T du projet et qu'est-ce qu'il aimerait voir mis en production le plus vite possible. Ce qui s'appelle des backlog items. Lui, il s'occupe effectivement de les ranger et les mettre dans l'ordre sur une pile pour qu'en plus on puisse les dépiler. Ensuite, il y a l'équipe de développement. L'équipe de développement, c'est une équipe mixte, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui fait de la qualité dans une équipe de développement, elle est quand même capable de comprendre les prérogatives des personnes qui font du développement, et ainsi de suite. Donc, effectivement, les gens quand même ont des spécificités. On ne dit pas les spécificités, mais quand même, dans l'ensemble, on essaye de considérer l'équipe comme plus. Et puis, il y a le Scrum Master, qui est un instrument un petit peu marrant. Il y a une double fonctionnalité. C'est en même temps, ça permet, c'est un macroscope. C'est-à-dire qu'il est là pour voir, c'est pas un microscope, on voit ton petit microscope, ça fait repérer les individus.
c'est pas un télescope, ça ne voit pas le Swisscode dans son ensemble, ça voit entre les deux. Ça essaye de voir finalement des problématiques de système, systémique, et pas des problématiques individuelles, parce qu'effectivement c'est trop complexe, et on n'arrive pas à changer. Et puis ça a une deuxième fonction, ça permet de parler aussi, ça permet de parler plus fort. C'est aussi important, le Scrum Master a aussi un rôle de porte-parole, souvent pour l'équipe, dans les deux sens. Et ça s'articule comment? Ensuite, donc ça s'articule autant d'un sprint. Nous, nos sprints, ils font 2 semaines, c'est assez standard. Pour certaines équipes, des fois, ils font 1 semaine, mais en général, ils font 2 semaines. Et c'est pareil, l'itération. Et durant cette itération, en gros, il y a différentes cérémonies que nous, on fait avec les gens en offshore, donc avec des vidéos. Et entre ces cérémonies, il y a des choses qui se passent. Alors là, c'est une boîte, en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, c'est plutôt à cause de fois. Les choses sont assez chaotiques au fur et à mesure du temps, que ça cadence se fait. Et c'est pour ça qu'on arrête assez court, c'est pour ça qu'on fait à 2 semaines, pour éviter que ce cours se dilate en continu. Voilà, c'est super court. On a une définition de DOM à la fin, donc ça, elle est créée avec l'équipe, c'est important. C'est vraiment, on est tous d'accord sur ce qu'on appelle fini. Ça peut vraiment varier entre les équipes. Et ça nous embête. J'ai pas posé la question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà à l'aise avec Scrum ou c'est une nouveauté quand on parle de ça? Enfin, qui connaît Scrum déjà? Ah oui, bon. Voilà. Merci. Désolé, si j'ai dit des choses que vous connaissez déjà. Alors nous, voilà, on a des petits changements parce que des équipes remote, c'est un peu plus difficile à communiquer avec eux, ce genre de choses. Donc on a fait des petits rajouts à notre Scrum. Globalement, en bleu c'est plus clair. C'est les équipes remote, donc c'est des équipes à distance, souvent en Ukraine, dans notre cas, c'est plus clair. Et puis les équipes en noir, la partie noire, c'est la partie à Swisscode. Donc nous, ce qu'on a à Swisscode, c'est effectivement, comme Scrum le recommande, un product owner, un Scrum Master, et le développement team qui existe aussi en remote. Ce qu'on a ajouté de nouveau, c'est le technical leader. Pourquoi un technical leader? Parce qu'on a besoin d'uniformité au sein de notre urbanisation des systèmes d'information. C'est très difficile de passer ça côté offshore, ça veut dire que les personnes connaissent réellement notre système d'information. Et pour l'instant, on en est loin. On n'arrive pas à faire ce genre de choses. Oui. Vous n'avez pas de développement dans les équipes locales? Non. En fait, c'est que les technical leaders en local et les développements sont tous en offshore. En fait, il n'y a pas de rôle vraiment de développement, ce qui n'empêche pas le Scrum Master et le Technical Lead de participer à l'effort de développement. Il n'y a pas, voilà, nos rôles, et c'est aussi la façon de fonctionner de Swisscode, les rôles sont quand même assez vagues. Généralement, quand on définit un rôle, c'est une responsabilité, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait que ça. Mais par contre, c'est notre responsabilité que ça soit bien fait. Donc effectivement, sur la partie Scrum Master, par exemple, c'est notre rôle de faire en sorte que le process soit fluide. De vraiment simplifier cette partie-là. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas du développement, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que j'ai pas d'impact je ne discute pas avec le product owner pour définir des cas business. Il y a vraiment cette mixité-là. Donc effectivement, et pareil, hein, sur la partie technical leader et Scrum Master, on est vraiment interchangeable. Il y a vraiment, on garde quand même l'idée qu'il y a une expertise de chacun des deux personnes. Nous, c'était difficile. Au départ, on n'avait pas ce technical leader. C'était difficile pour nous d'être bon technical leader, de bien guider la technique, parce que c'était quand même un besoin. Et donc, on est arrivé là. Enfin, le rôle qui existe aussi dans leurs équipes, c'est le rôle de team lead. On va revenir un peu après pourquoi on a fait ce rôle-là. On va vous expliquer un petit peu. Est-ce que ça va paraître clair pour tout le monde, le rôle de technical lead? Ouais. C'est après. Ensuite, une des choses, voilà, on va avoir 2 grosses contraintes qui vont s'exercer. C'est d'une part, on va vouloir, il y a plusieurs raisons à ça, mais on va vouloir dépasser le ownership du produit. Pourquoi? La première raison, c'est une raison financière. Les personnes en Suisse, les personnes ailleurs en général. Donc il y a une raison financière, il faut le connaître. La deuxième raison, c'est aussi une raison, voilà, on a quand même compris un peu le framework Scrum et on a l'idée quand même que... Tu parles des gens coûtent plus cher ailleurs,
Non, moins cher. Ouais, moins cher ailleurs, pardon, excuse. Quand tu mesures le moins cher, parce que bien sûr le salaire c'est métrique, hein, quel salaire horaire, mais est-ce que vous avez fait un effort d'essayer de voir le coût induit par le fait que l'équipe, je ne sais où, je n'ai pas compris où elle était. Elle est en Ukraine. En Ukraine, le coût que ça induit en termes de communication, en termes de manque de perte de vélocité, etc. Est-ce que tout ça, ça a été quelque part mesuré et tu peux vraiment dire que c'est vraiment moins cher ou finalement, si c'était ta boîte, tu le ferais ou pas? Si c'était ma boîte, je le ferais. Pourquoi? Parce que effectivement, premièrement, c'est pas au départ, c'est pas le vecteur. Le vecteur, c'est vraiment, on a du mal à en recruter. Ça, c'était le vecteur. Le bénéfice effectivement, maintenant, une fois que les choses sont faites, le bénéfice d'avoir, par exemple, la partie business qui est déportée au sein des équipes offshore, pour nous, ça nous permet d'avoir plus de temps pour pouvoir gérer éventuellement plus de ces équipes et tout en gardant notre même point salarial, chose qu'on ne pourrait pas faire sur nous. Donc effectivement, pour nous, ça reste quand même important. Sinon, on devient aussi le point de contention. Et ça, c'est aussi une des problématiques qu'on a. On est finalement que 3, voire souvent 3. Et ça peut être vraiment un point de contention. Et donc finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est rendre plus autonomes les équipes offshore, leur donner plus de responsabilités, et sur le plan fonctionnel, et sur le plan gestion projet, gestion des équipes, pour effectivement arriver à être plus, pouvoir gérer plus d'équipes pour nous et d'être plus efficient. Oui, pour répondre aussi à la question, est-ce que c'était mesuré? Oui, ça a été mesuré. Est-ce que c'est moins cher? Oui, c'est moins cher. Et vous avez les chiffres? Voilà. Voilà. Non, on n'a pas les chiffres. Juste une question dans le même sens. À la fin, la qualité du produit final, ça vaut la peine d'avoir cette stratégie-là en termes d'offshore? Alors, c'est une question, ça fait partie des choses qu'on va dire. À un moment donné, justement, ce qui est très amusant, c'est que finalement, quand tu es en offshore, parce que quand tu es sur place, finalement, tu as confiance au jeu. Tu as Robert, tu sais que Robert, il est capable de faire ce putain de logiciel et il le fait. Quand tu as des personnes qui sont offshore, tu n'as pas cette possibilité. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour avoir cette possibilité-là de dire mon projet il est bon, mon produit il est bon et il va arriver en production de façon bien, on est obligé d'avoir des métriques. Donc on a mis la qualité comme un critère essentiel de nos projets. Et nos projets aujourd'hui, c'est des projets, voilà, au niveau qualité, on est loin devant tout ce qui avait été fait a priori, puisque effectivement, a priori, on ne fait pas forcément confiance aussi facilement quand c'est en local. Et l'autre problématique, et une problématique qui peut exister encore toujours, c'est cette problématique, finalement, on a une partie qui est en remote, des équipes qui sont comme ça, donc une équipe, une team A avec une team A en remote. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ici, eh bien, on communique, on est un peu seul. Moi, la première année, j'ai pas mal souffert de ça. Je me sentais très seul et finalement, on n'avait pas encore trouvé la façon dont on partage bien les choses. Et ça, c'est un challenge. Arriver à faire en sorte que les personnes qui travaillent avec des personnes remote se sentent bien à l'aise dans l'entreprise. C'est aussi difficile, ça veut dire quand même de créer une structure d'équipe. Ok, donc on va revenir sur ces petits problèmes organisationnels, dont ouais, pardon. Une question là, le fait de bouger finalement le PO sur le site, dans l'équipe offshore ou nearshore. Vous l'avez fait, c'est utile ça? Non, ça par contre on a des proxys producteurs qui sont là-bas et qui nous servent d'interférence pour clarifier les points qui sont émis par le producteur. Et du coup, quand vous parliez de dire on nous place le PO, vous avez vraiment déplacé ou vous avez juste fait un rôle de PO proxy? Alors, c'est pas forcément de déplacer le PO, c'est de dire qu'effectivement la partie, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, quand on regarde l'historique qu'on fait par rapport aux historiques qu'on faisait il y a 2 ans, les historiques qu'on fait sont beaucoup plus vagues. Et on laisse beaucoup plus d'autonomie à l'équipe d'essayer d'approfondir l'historique. On n'est plus sur une démarche où on dit on va tout définir dans notre story, absolument tous les critères, tous les paramètres, donc on arrête de faire ça. On leur laisse cette responsabilité-là, effectivement de venir avec des solutions
de proposer ces solutions au PO qui restent quand même au sein de Swissquote, puisque effectivement lui il est là pour voir s'il y a un match entre ce qui est proposé et le besoin métier. Donc c'est vraiment un peu au proxy ou DBA que vous avez mis en effet. Pardon ? Au final, c'est vraiment des gens qui sont plutôt des business analysts ou un peu au proxy que vous avez mis en cloud. C'est ça, c'est vraiment la partie business. La partie business n'est plus concentrée sur le PO, elle est aussi, voilà, il y a des business analysts au sein. Parce qu'on se rend compte que ça permet de générer du challenge sur les points business qui sont créés par les business analysts sur site. Et le fait de se faire challenger, on se rend compte qu'on va réussir aussi à améliorer le produit. Donc c'est une situation qui est gagnant-gagnant. Puisqu'en dépassant l'ownership, on délaisse un petit peu de son travail qu'on a sur site pour s'occuper d'autres choses. Et en plus, le fait que sur place, eux, ils peuvent aussi s'occuper du business, c'est une réelle valeur ajoutée parce qu'ils pensent à des choses sur lesquelles nous, on n'a pas forcément eu une visibilité auparavant. Oui. Et puis, j'ai frappé un passage, mais le Scrum Master, pourquoi est-il là et pas avec, sur les assos? Je ne veux pas être un master en Ukraine, hein. C'est pas sympa, mais pourquoi finalement, parce que il me semblerait que le Scrum Master il doit être au contact avec l'équipe, encore plus que le PO quelque part. C'est vrai. Bon, le Scrum Master a pour vocation de faire beaucoup de choses chez Swissquote. Donc il n'est pas seulement Scrum Master, il est aussi Project Manager, il est aussi... il était Technical Leader auparavant, même si maintenant on a supprimé ce rôle, qu'on le rend plus sur une position définie. Donc c'est plutôt historique. Maintenant la question pourrait se poser, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le Scrum Master là-bas? Toujours est-il qu'il vous faut quand même une interface sur place pour communiquer avec l'équipe, pour encadrer l'équipe, pour contrôler ce qui se passe. Le rôle de Scrum Master au sens Scrum pur du terme, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, mais néanmoins c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre aujourd'hui. Après, le deuxième point, c'est qu'on a un type d'expérience. C'est le super outil que je faisais voir, c'est Macroscope qui sert aussi de porte-parole. Il s'acquiert avec le temps, il ne faut pas l'acheter. Enfin, vraiment, on a qu'un d'expérience. Et puis on travaille en réseau, maintenant on travaille beaucoup plus en réseau. Donc c'est vrai que maintenant ça n'aurait plus beaucoup de sens de remettre en cause cette partie-là. Voilà, ça a toujours du sens. Mais en tout cas, ça fonctionne à peu près bien pour l'instant, cette partie-là. Alors, on va revenir donc sur tous les points. Et bon, juste, j'ai l'impression que vous avez les mêmes problématiques que nous. Vous pensez que ça marcherait en vrai offshore pour l'organisation? C'est-à-dire avec une distance plus grande, une taille plus grande? En Chine, par exemple, avec 6... C'est pas très loin finalement. Non, il y a une heure de décalage. Ça marche. Notre organisation aura, je pense, du mal à marcher avec un décalage horaire beaucoup plus grand. Parce que justement, on a toujours trop de contrôle sur place en Suisse. Et il faudrait apprendre à lâcher beaucoup plus de laisse et puis à être en confiance. Alors c'est ce que je veux dire aussi dans cette slide sur le Building New Department, c'est que c'est très nouveau. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place cette structure. Donc on apprend toujours et les problèmes qu'on a rencontrés, on va essayer de vous montrer comment on a réussi à s'adapter à ces problèmes. Je ne sais pas si c'est les bonnes solutions, mais oui. Les équipes en Ukraine, c'est des équipes Swissquote ou Non, c'est un fournisseur de services. Ce qui amène aussi d'autres problèmes. D'autres questions? Donc, quand vous commencez à faire des développements délocalisés, vous avez forcément des problèmes d'infrastructure, puisque l'infrastructure que vous aviez au départ pour accueillir 100 développeurs va grossir tout d'un coup avec 200 développeurs, donc 100 développeurs supplémentaires. Et les outils que vous utilisez, je ne sais pas si vous utilisez Jira ou Confluence, mais les outils ne sont pas forcément faits pour, enfin du moins ne sont pas sizés pour au départ au niveau des licences. Donc voilà, c'est une problématique de licence à gérer, ça peut être rapidement fait, mais néanmoins il va falloir aussi s'occuper de tout l'aspect réseau. Quand vous êtes dans une banque, vous avez tous les aspects de sécurité, de données personnelles aussi qu'il faut devoir gérer, donc vous n'autorisez pas des développeurs délocalisés comme les développeurs qui sont chez Swissquote, vous avez des autorisations spéciales, des groupes spéciaux aussi qui sont créés. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début, parce que si demain vous décidez en une semaine d'avoir 100 développeurs supplémentaires, si vous ne faites pas ce travail en amont, vous allez avoir les 100 développeurs à attendre qu'ils puissent accéder à un système et des problèmes de droit, des problèmes de... Voilà, tout ce genre de choses à devoir régler. L'autre problème qu'évoquait Benjamin rapidement avec le slide d'avant sur les différentes équipes qui sont sur site chez Swissquote,
Donc on a aujourd'hui 12 Scrum Masters, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 12 équipes à encadrer, et ces 12 équipes travaillent chacune sur des projets différents. Donc vous avez des nouvelles équipes qui travaillent chacune dans leur petit monde, mais néanmoins on fait tous partie de la même équipe, l'équipe de Scrum Master. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que déjà vous arrivez à faire les mêmes typologies de Scrum, ou du moins Swissquote Scrum. Donc il faut fournir des bases communes. Moi, avant d'arriver chez Swissquote, je n'étais pas Scrum Master, et la moitié des gens avec qui je travaille aujourd'hui, les Scrum Masters, c'est pareil, ils avaient une compétence Scrum qui a été la leur, plus ou moins grande, et on se retrouve à être Scrum Master d'une équipe sans donner exactement la même direction aux équipes comme en cas, qui sont elles toutes issues du même fournisseur de services. Donc l'idéal, c'est d'avoir une formation Scrum équivalente, du moins d'avoir des bases équivalentes pour au moins avoir le même discours auprès des équipes. Également, ce qu'on a mis en place, c'est un meeting récurrent qu'on appelle Share Your Experience. Toutes les semaines, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, l'idée c'est de partager un problème sur lequel on a buté, et de demander soit de l'aide ou de montrer comment on a réussi à résoudre ce problème en interne. Donc, ça vous permet déjà de montrer que vous avez buté sur quelque chose, donc ça vous fait une introspection sur votre travail, et en plus vous bénéficiez du travail de l'autre. Donc ce meeting a été très utilisé, très nécessaire au début, lors de la construction de l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui on le fait beaucoup moins. Néanmoins on essaie de trouver des alternatives pour être toujours à l'affût de bonnes expériences ou de bonnes pratiques qui sont faites par les autres Scrum Masters. Et enfin, quand vous créez un nouveau département, il faut pouvoir livrer les projets qui sont créés par ce département. Et c'est là où c'est assez compliqué. Alors, auparavant, les développeurs Swissquote avaient la main mise sur la production. C'est-à-dire qu'ils pouvaient développer et déployer eux-mêmes les projets sur la prod. Avec des équipes offshore, c'est tout de suite impossible. Et en plus, sachant que l'équipe est nouvelle, c'est encore plus compliqué de donner la main à des technical leads ou des Scrum Masters sur un environnement de production qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc on a créé un process qu'on va appeler ici 136. Donc c'est un process un peu maison. L'idée, donc les chiffres que vous voyez, ça représente des mois. Donc le 1, c'est quand le projet démarre, on a un mois pour livrer une coquille vide en production. Donc la coquille vide, ça va représenter, donc on travaille dans le monde du Java principalement. Donc on va déployer un WAR en production. Un WAR vide. Mais au moins, vous avez éliminé tous les problèmes d'intégration qui peuvent se poser sur l'environnement et le projet qui est spécifique. Vous pouvez éliminer tous les problèmes d'intégration réseau, les problèmes de flux de données qui peuvent être nécessaires, les problèmes de connexion avec la base de données. Ensuite, au bout de 3 mois, il faut que votre projet puisse être viable. Pour ce qu'on va appeler un MVP, le minimum viable product. Vous déployez en production un produit qui contient le nombre de features minimum pour qu'il soit viable pour les clients. Donc l'idée, au bout de 3 mois, c'est que vous puissiez l'ouvrir à ces clients. Et 6, pour 6 mois, c'est plutôt une moyenne, c'est la date à laquelle votre projet doit être terminé. Au-delà de ça, on considère que le projet traîne et il faut peut-être avoir à revoir les besoins utilisateurs pour diminuer le coût. Ensuite, comme chaque Scrum Master est responsable de son équipe, il faut embaucher la bonne équipe de développeurs délocalisés. Alors, ce que vous avez besoin en tant que Scrum Master, c'est un peu différent de ce que vous avez besoin quand vous êtes une société. Quand vous êtes une société, vous avez besoin de développeurs, puis de très bons développeurs, forcément. Quand vous êtes un Scrum Master, vous avez besoin de gens qui sont flexibles, à l'écoute, intelligents et qui savent répondre à des questions assez rapidement. Donc, pour faire ça, il vaut mieux, à notre sens, engager la responsabilité de l'équipe dans le recrutement des personnes qui vont composer cette équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe va être engagée elle-même sur non plus juste à livrer un produit, mais elle va être engagée sur construire une équipe, s'entourer de bonnes personnes. Et grâce à ça, vous, en tant que Scrum Master, vous avez la possibilité de laisser la main mise sur certaines problématiques qui sont inhérentes à la gestion humaine de l'équipe, ce que normalement le Scrum Master est censé faire, mais vous pouvez aussi délocaliser ce besoin d'entourer une équipe, vous pouvez le délocaliser sur place parce que les gens sont entourés de personnes avec qui ils ont confiance et avec qui ils aiment travailler. Alors le problème dont on a déjà parlé, c'est le fait que le Scrum Master est une interface unique. Donc on a résolu ce problème en embauchant des technical leaders, donc je ne vais pas revenir dessus. Et alors ça c'est un problème qui est soulevé parce que notre fournisseur de services a l'habitude de travailler comme ça.
les équipes délocalisées ne sont pas cross-fonctionnelles comme Scrum le voudrait. C'est-à-dire qu'on a des rôles bien définis comme Quality Analyst, développeur, Senior développeur, développeur junior. Alors ça pose quelques problèmes puisque bon, si on a envie de se calquer sur ce que Scrum dit, on a un petit problème de... c'est un peu ambigu dans notre tête, on ne sait pas si on fait bien ou si finalement on fait mal. L'idée c'est quand même de laisser cette équipe qui n'est pas fonctionnelle fonctionner tout de même comme ça. Parce que quand bien même vous avez que des développeurs qui sont capables de tout faire, finalement vous vous embêtez rapidement. Parce que les gens justement sont capables de tout faire, ils vont bosser dans leur coin, ils vont faire tout seul dans leur coin. Donc le fait d'avoir des équipements cross-fonctionnels, ça va les inciter à les communiquer entre eux, donc vous allez créer encore plus un esprit d'équipe, et qui est encore plus important quand vous avez une équipe délocalisée, puisque vous voyez moins ce qui se passe. Comment intégrer ensuite les produits qui sont réalisés par cette équipe? Alors avec des équipes qui sont réalisées, des développements qui sont réalisés à 3000 km donc de chez nous, il faut être capable de leur fournir un environnement de développement adéquat. Donc on va créer des environnements de dev qui sont basés sur Docker et sur des virtual machines, pour ceux qui connaissent, et qui vont permettre aux développeurs, en l'espace de quelques minutes, d'avoir un environnement de développement qui reproduit l'environnement de développement qu'ils pourraient avoir, que les développeurs ont aussi quasiment, sur le site SwissCode. On a tout un process d'anonymisation des données de production, de façon à leur fournir des données qui sont plus proches de la réalité, et non pas des données trop fake, qu'ils puissent aussi poser les bonnes questions, rencontrer les problèmes qu'on serait amené ensuite à avoir dans l'intégration des produits développés sur site. L'intégration et le déploiement de ces produits sur le site sont aujourd'hui gérés par une équipe d'exploitation qui est dédiée à ça, chose qu'on n'avait pas auparavant, les développeurs sur site. Donc, comme je vous ai dit, ils mettaient en production, maintenant on a une équipe dédiée. On a été obligé de définir un SLS, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour vérifier que les problèmes de régression et de bugs soient limités avec l'offshore, donc c'est pour augmenter la qualité des produits qui sont réalisés. Et au niveau de la maintenance, les équipes internes réalisent la maintenance de ces produits, puisque les équipes offshore sont quand même axées projet, alors que les équipes internes sont aujourd'hui beaucoup plus axées produits. Le fait d'avoir fait ça, c'est que vous allez créer un clash entre les deux mondes. Parce que faire des projets, c'est quand même beaucoup plus sexy que de faire de la maintenance. On est tous d'accord. C'est pourquoi on n'a pas de recette miracle, mais aujourd'hui, on essaie quand même de faire investir les équipes en interne sur ces produits. Sur ces projets, pardon. C'est-à-dire que dès le départ, du moment où il y a un projet qui est créé par le Project Board, on va avoir les équipes en interne, du moins nous, en tout cas, on va aller les voir pour leur dire voilà, il y a ce projet qui va se monter, ça va sûrement impacter vos produits dans le futur. Quels sont les standards que vous souhaitiez qu'on mette en place pour que quand vous récupérez le projet, ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc, mis à part cette recette de mettre l'équipe en interne dans ce flow, on n'a pas trouvé de meilleure solution pour l'instant. Ouais. Donc la séparation entre les 100 développeurs sur place et les 100 développeurs, c'est vraiment maintenant ce projet. Ou il y a quand même des projets qui sont... Non, il y a quand même des projets qui sont développés en interne aussi. C'est quoi le critère pour les projets développés en interne? C'est la taille. Ouais. C'est un critère de taille. On considère qu'effectivement, à partir d'une certaine taille, les projets ne sont plus développables en interne. Parce que globalement, ils sont trop entrecoupés de problèmes de production. Donc effectivement, c'est cette première nécessité. Je pense que la deuxième nécessité, c'est aussi si ces projets ont un impact direct avec leur production. Enfin, si effectivement c'est des projets qui vont créer des meilleures plateformes pour la production, ça serait sans doute effectivement des équipes de production qui les développent. Mais pas seulement si vous avez aussi des produits qui ont trait à tout ce qui est sécurité d'une banque, forcément c'est ce genre de choses on ne peut pas les faire développer en remote. Et le dernier point, pour garantir une qualité de produit, on a mis en place beaucoup d'outils de monitoring pour savoir ce qui est fait en offshore. Donc les outils de monitoring, ça va passer par du check style pour vérifier la qualité du code, puis pour garantir aussi que ça respecte la structure et le standard SwissCode. Vous allez avoir aussi des petites techniques qu'on a mises en place pour mesurer le nombre de tests qui est réalisé, le nombre de builds fail, le nombre de branches qui sont créées dans le code source.
beaucoup d'objets de monitoring pour être sûr que le produit qui va être finalisé va rentrer dans les standards et va être beaucoup plus facilement maintenable par les équipes en interne. Si vous voulez une liste complète, je pourrais vous la fournir plus tard, mais je pense qu'on commence déjà à dépasser le temps. Ok, alors on va aller assez vite. Premier problème qu'on rencontre avec des équipes offshore, donc plus des problèmes. Le choc culturel. C'est marrant, hein, c'est pas très loin, mais en fait on se prend quand même à un échange culturel. J'ai un exemple qui est finalement pas très loin, c'est une erreur de ma part. C'est quand il y a eu ces clashs là en Ukraine, il y avait un petit peu cette histoire pro-russe, pro-quoi. Et puis finalement, comme on a envie de mettre l'équipe à l'aise, on essaie de faire des blagues. Et puis moi je fais une blague comme ah bah vous devez être content, maintenant vous allez bientôt avoir l'euro. Et en fait il y avait la moitié de mon équipe qui était pro-russe. C'est juste, ça passe juste pas du tout quoi. Finalement comment éviter ça, c'est d'être quand même absolument neutre. En fait l'idée c'est que nous on est 1, eux ils sont 7. Si toi là-bas tu fais une blague avec ton collègue, moi je vais pas m'en rendre compte, ça va pas être le problème si je suis en train de faire une blague ici, tu vas t'en rendre compte. C'est exactement la même chose avec les équipes remote. On a quand même le focus sur nous. Tu y es allé déjà? Oui, j'y suis allé. Avant ou après avoir fait la blague? Avant qu'il y ait les... en fait, on peut plus y aller depuis les événements, donc c'était effectivement avant. D'accord. On peut quand même. Voilà, la question c'est combien de fois vous allez, combien de fois les gens de là-bas viennent ici quoi. Parce qu'en plus d'être remote, c'est une autre boîte, d'après ce que je comprends. Il y a combien de monde quelqu'un qui est on board passe 6 mois chez Swissquote avant? Non, c'est une semaine voire 2 semaines, et pour chaque équipe, ça doit représenter donc 6 visites par trimestre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 6 visites par Donc trimestre. une personne vient une fois par an en moyenne? Un petit peu moins, mais ouais, quasiment. Ok, donc pour comprendre l'humour de chacun, c'est compliqué. Ouais, c'est pour ça que nous aussi on se rend sur place. De pas le faire. Après, en une semaine, c'est incroyable comment on peut améliorer les relations. Mais quand même. Aussi, un autre truc qui est tout bête, hein, on a juste pas la même façon de parler. Moi, je parle mal anglais, eux, ils parlent mal anglais, et quand on parle tous les deux mal anglais, en général, on parle mal anglais différemment. Et du coup, on se comprend pas. Donc ça amène, effectivement, ce que ça va amener, en fait, ça va amener un blocage, les gens ne vont plus parler. C'est un truc qui est important, de simplifier son anglais. Vraiment, c'est pas parce qu'on a découvert une super expression sur le dictionnaire qu'il faut absolument l'utiliser. Au contraire, il faut absolument pas l'utiliser. Aussi, voilà, quand on ne comprend pas les gens, quand on ne comprend pas leur réaction aux événements, il ne faut pas se dire qu'on les a compris. Ou même quand on voit une réaction qui est un peu bizarre, il ne faut pas se dire ah elle est bizarre, puis ils ont une mauvaise réaction. Non, il faut leur demander. Vraiment, il faut à chaque fois reformuler ce qui est dit, ce qui est visible. Moi, il y a eu 2 personnes qui se sont disputées à un moment. J'ai cru qu'ils s'étaient disputés dans mon équipe. J'étais prêt à dire au team lead ah mais écoute, ces 2 personnes-là, ils peuvent pas se voir ensemble. Est-ce que tu peux... En fait, non, ces 2 personnes-là, il y avait juste une façon de communiquer différente de ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser comme moyen de communication. Et en fait, il n'y avait rien, il se passait juste rien. Et en fait, on peut vraiment voir des choses qui n'existent pas. Enfin, ouais, dernier point que j'ai envie de vraiment dire, ne participez pas à tous les meetings, la rétrospective finalement, dans ces cas-là, ne participez pas. C'est tout Scrum Master vous dira, mais il faut participer à la rétrospective, tout ça. En fait, c'est un super endroit pour les gens pour pouvoir discuter. Et si vous voulez que les gens discutent librement avec leur langue, avec leur culture, avec leur verre de bière, s'ils font ça au bar, bah, vous ne pouvez pas le faire dans une salle de meeting, vous ne pouvez pas le faire à distance. Et juste, vous ne pouvez pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de possibilité que ce soit fun, une rétrospective quand c'est à distance. Enfin, j'ai essayé, hein, j'ai vu, moi dans le premier fois où j'étais en Ukraine, dans l'avion, je disais tous les trucs sur la rétrospective, et juste je mettais des tics, non ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. En fait rien ne marche, juste rien ne marche. Donc quand on essaie de faire des rétrospectives à distance, ça ne marche pas. Laissez-les faire des rétrospectives en local. Et demander un feedback sur la rétrospective, demander quels sont les items qui sont importants sur la rétrospective et qui veulent mettre en place. Mais arrêtez de laisser ça juste rien. J'ai une question. Et vous faites des rétros ici, en local? Parce que du coup, il faut quand même améliorer votre processus. C'est un peu notre chariot expérience en fait. Alors soit effectivement on fait vraiment une de ces idées de partage, soit on est plus effectivement sur est-ce qu'on a fait des bonnes choses ou pas.
on en est peut-être quand même pas encore. Et du coup, vous faites rétro là-bas, enfin, la rétrospective là-bas et la démo ici? La démo, elle est faite, non, la démo, elle est faite par contre avec, en vidéoconférence, donc effectivement, c'est eux qui présentent généralement leur site. Ce qui est souvent fait aussi pour les rétrospectives, c'est, enfin moi en tout cas je fais ça, c'est la moitié du temps je laisse l'équipe faire le meeting comme expliquait Benjamin, et en deuxième partie j'interviens de façon à comprendre ce qui s'est dit, s'il y a des problèmes sur lesquels moi je dois intervenir, il faut quand même le savoir. Donc c'est cool de les laisser travailler ensemble, mais voilà, il y a toujours ce besoin de contrôle qui est inhérent à chaque Scrum Master. On parlait de confiance, de toute façon les trois thèmes ils sont liés en agile, mais ils sont un peu au hasard. Sur la confiance, c'est comment dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir des faits, quand on parle des choses, quand les choses vont mal, tout ça, il faut avoir des faits. En fait, il n'y a pas encore plus finalement que parce que voilà, on a une vision déformée des choses. Donc si on a des faits, on peut se mettre d'accord sur ces faits. Est-ce que les gens sont d'accord sur ce qui s'est passé? Ok, on analyse. Il n'est plus question effectivement d'être sur le je ressens ça, ça marche pas très bien. Aussi laisser de la place aux gens qui n'ont pas qui ne peuvent pas lire leur Scrum Master ou qui en plus on est en plus client fournisseur, donc imaginez-vous, voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas nous dire des choses, ils ne vont pas y arriver, alors laissez-leur de la place pour pouvoir le faire. Une des façons, c'est par exemple de faire des sondages anonymes, il y a des super outils sur ce genre de choses. Au moins les gens peuvent vous dire que vous avez fait de la merde. Qu'est-ce que vous en faites après ces feedbacks? Ces feedbacks, généralement, on essaie de les regrouper ensemble et puis on essaie de travailler, enfin j'essaie de leur proposer une façon de corriger ça, ou ils essaient de proposer une façon de corriger ça. Alors, je suis en train d'implémenter la même chose dans mon équipe qui est locale, et j'ai des caractères qui sont assez différents. Donc quand un item remonte, il est souvent propre à une personne, et pourtant elle ne va pas forcément me le dire en face. Un autre item sera propre à une autre personne. Comment vous gérez cette dichotomie? Je pense qu'en fait ça passe, vraiment ça passe, il n'y a pas d'items qui sont mauvais. Je veux dire, ce que les gens ressentent, ils le ressentent vraiment. Si une personne ressent que ce que je dis c'est mal, elle le ressent vraiment. Enfin, on ne fait pas ce qu'on ressent. Donc effectivement c'est un problème, c'est vraiment un problème. Donc il s'agit de la collaboration, c'est là où il faut la collaboration. On va trouver quand même une solution pour que ce problème particulier soit réglé. C'est pas parce qu'il n'est pas partagé par 10 personnes qu'il n'existe pas. Et puis, puis pour régler ce genre de problème aussi, peut-être que là on n'a pas trop insisté tout à l'heure, mais c'est qu'on a des team leaders sur place. En fait, nous on n'est pas leur manager. Et les team leaders sur place, eux, sont réellement leur manager hiérarchique. Donc généralement quand il y a un problème, l'interface qu'ils vont avoir eux là-bas, c'est pas forcément Scrum Master, ça va être beaucoup plus le team leader. Donc c'est une solution qu'on a pour pallier ce genre de problème individuel. Et justement sur les feedbacks, comment vous pouvez être sûr que les feedbacks qu'ils vous font sont honnêtes? C'est une relation client-fournisseur. C'est une relation de confiance, c'est ça. C'est l'idée d'anonymisation. C'est vraiment, si tu n'as pas de risque, si tu prends moins de risques, tu as plus de chances que le feedback soit. Si tu prends moins de risques d'être visible, d'être marqué, tu as plus de chances. Après, il ne faut pas arrêter. Il y a quand même, voilà, on a cette relation-là. On ne peut pas complètement, mais il y a des contraintes. Et c'est ça aussi, c'est agir sous contrainte. On sait qu'on a des contraintes, on va essayer d'agir et trouver des solutions qui ne sont pas trop bancales, mais qui ne sont pas parfaites. On accepte la non-perfection. D'autant plus, voilà, avec des équipes offshore, il y a ça rajoute plein de contraintes, il faut les accepter. Ce qu'on a aussi en place, c'est que voilà, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est facile. Faire confiance à une personne, faire confiance à cette personne, c'est difficile. C'est pourquoi on a le team leader là-bas, c'est parce qu'au moins on peut choisir une personne avec qui on a confiance. Sur l'équipe de cette personne, on va trouver facilement une personne avec qui on a confiance, et ça va être notre team leader. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment ne mettez pas une position sur ce rôle-là. Donnez juste ce rôle-là à une personne, que ce ne soit pas une promotion, parce que si c'est une promotion, à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer de team leader. Et des fois, il s'avère qu'on s'est trompé, des fois, il s'avère que notre team leader, c'est pas ce qu'on espérait. Et finalement, on perd confiance en lui. Mais là, comme c'est notre gateway, comme c'est la seule personne avec qui vraiment on a une relation directe, parce que c'est trop difficile d'avoir une relation directe avec les 10 autres personnes, et puis c'est impossible, je veux dire, on ne les voit pas au jour le jour, on n'arrive pas à le voir. Voilà, il faut avoir cette personne de confiance. Donc c'est d'avoir ce gateway unique, c'est pas mal. Pourquoi c'est toi qui es choisi et pourquoi c'est pas l'équipe qui est choisi alors? Donc c'est pas une promotion?
Pourquoi c'est toi qui vas choisir le proxy? Parce que c'est toi qui dois avoir confiance en cette personne. Parce que l'équipe élit quelqu'un en quel elle a confiance, et bon, ils sont 7, on peut dire, bon, il y a une chance qu'il soit meilleur juge que moi d'une personne que je vois une fois tous les 614. Tu vois, finalement. Et puis ça enlève le problème d'anonymat, parce que si j'ai pris, je sais pas, Vera, je la sens bien, et ben je vais pouvoir m'ouvrir de mes problèmes à elle. L'équipe devrait pouvoir choisir ce genre de rôle, finalement. C'est pas aussi un peu ça, Scrum et Agile et tout ça? Non, c'est vrai, c'est intéressant. Bon, moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Enfin, clairement, on ne l'a pas fait. Ouais, je crois que ça n'était pas. Vu que c'est pas une promotion. C'est vrai que comme pour nous, c'est important d'avoir une personne de confiance. C'est vrai qu'on a plutôt une tendance à faire dans ce sens-là. C'est peut-être une erreur, c'est une bonne idée d'évolution. Je pense qu'on va. Ouais, je vais essayer ça sur le prochain chantier. Du point de vue du modèle de relation, c'est de l'outtasking ou c'est de l'outsourcing sur un projet spécifique? Dans le sens que la relation au prestataire de service, elle est définie dans le cadre du projet, ou est-ce que c'est une relation dans laquelle vous avez des ressources qui vous sont mises à disposition, et dans laquelle vous faites une organisation de projet qui est spécifique par rapport à ces ressources? C'est le deuxième. Effectivement, c'est des ressources qui nous sont. D'accord. Enfin, le dernier point, ce qui est aussi super visible, c'est quand ils font quand on met des points de rétrospective, les gens ne voient pas pourquoi on ne travaille pas dessus, donc il faut travailler dessus. C'est parce que du coup, ils sont à distance. Comme ils sont à distance, ils ne voient pas ce qu'on fait. Et comme ils ne voient pas ce qu'on fait, quand il y a un point de rétrospective qui était à un instant T et qui est au sprint plus 1, juste les gens, ils ont beaucoup de problèmes à comprendre. Donc il faut vraiment travailler dessus. Et si on ne travaille pas dessus, il faut communiquer pourquoi on ne travaille pas dessus. Il faut que ce soit vraiment très clair. On va voir. On va être un peu